Correction des exercices sur les fonctions, fiche numéro 2. Dans l'exercice 1, on vous demandait sans calculatrice de compléter les pointillés par l'un des trois symboles, supérieur, inférieur, strictement, hein, ou égal. Alors, petit rappel, on vous demande donc de connaître les variations des fonctions et des fonctions, les fonctions qu'on appelle les fonctions de référence. La fonction carré, cube, racine carrée et inverse. C'est les trois fonctions qu'on a étudiées, d'accord, et dont il faut connaître les variations. Donc je vais à chaque fois rappeler en bas, ça va nous aider un petit peu, les variations. Donc la fonction x au carré, qu'est-ce qu'on sait dessus? On sait juste qu'elle est décroissante, d'accord, de moins l'infini jusqu'à 0 elle est décroissante. En 0 elle vaut combien? 0 au carré ça fait 0. Et ensuite elle est croissante. Vous vous souvenez, hein, c'était une parabole. Une parabole comme ça par rapport à l'axe des ordonnées et des abscisses qui ressemblait à ça. Donc, qui était définie, voilà, de cette manière. La fonction x au carré, oui, sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est croissante. Donc 3 au carré est forcément plus petit que 4 au carré, parce que 3 est plus petit que 4, d'accord? 3 est plus petit que 4, donc 3 au carré va être plus petit que 4 au carré, puisqu'on a une croissance de notre fonction. C'est à ça que servent les variations de la fonction, d'accord? C'est vraiment que ça nous permet de regarder de manière imagée comment vont être les images de notre fonction. Alors ça nous c'est pas tout le temps évident, hein, de connaître la solution, mais globalement ça nous aide. Moins 13 au carré et 13 au carré. Bah là on sait que moins 13 au carré c'est égal à 13 au carré, puisque un nombre et son opposé au carré donnent le même nombre. Moins 7 au carré et moins 5 au carré. Bon, on sait que de toute manière un nombre au carré va faire quelque chose de positif. Et si on regarde dans notre tableau, moins 7 vient avant moins 5, d'accord? Et donc forcément, comme on est décroissant sur cette partie du tableau, moins 7 au carré va être plus grand que moins 5 au carré, d'accord? Moins 7, son image, va être plus grande que moins 5 au carré. On peut même faire de tête, hein, moins 7 au carré, on sait que ça va faire 49, moins 5 au carré, que ça va faire 25. Donc 49 est bien plus grand que 25. Moins 3,14 au carré et 3,15 au carré. Alors, moins 3,14 au carré, on sait que c'est la même chose que 3,14 au carré. D'accord? C'est la même chose que là, ce qu'on avait dit, moins 13 au carré, c'est comme 13 au carré. Un nombre et son opposé au carré fait le même nombre. Et donc 3,14 au carré et 3,15 au carré, c'est qui est plus grand? Bah, c'est 3,15 au carré, parce qu'on a un nombre un petit peu plus grand. Donc ça nous donne ce symbole-là. La fonction cube. 3 au cube, 5 au cube. Là c'est pareil, c'est beaucoup plus simple même, parce que les variations de la fonction cube, c'est les variations suivantes. Voilà, c'est ça les variations de la fonction cube. C'est tout le temps croissant, tout le temps. Et en 0, ça vaut 0. Bon, donc du coup, qu'est-ce qu'on a à mettre ici? Bah, on sait que si comme 3 est plus petit que 5, le cube de 3 est plus petit que le cube de 5, tout simplement. Moins 2 au cube et 2 au cube, bah, moins 2 au cube, ça va faire quelque chose de négatif, 2 au cube quelque chose de positif, donc c'est direct. Puis de toute façon, moins 2 est plus petit que 2, donc vu que la fonction cube est tout le temps croissante, c'est comme ça que ça se range. 7 sur 5 et 8 sur 5. On regarde leurs images au cube, lequel est le plus grand? Bah, ça va être 8 sur 5 le plus grand. Parce que de base, 8 sur 5 est plus grand que 7 sur 5. Vu qu'ils ont le même dénominateur, on étudie leur numérateur et on voit que le numérateur, bah, 8 est plus grand que 7. Donc la fraction 8 sur 5 est plus grande que 7 sur 5. Donc leurs cubes sont rangés dans le même sens. Moins 11 au cube et moins 10 au cube. Eh bien, moins 11 est plus petit que moins 10. D'accord? Moins 11, il est plus petit que moins 10. Donc son image va être plus petite, elle aussi. Bon là c'était facile, en fait, tout se rangeait dans ce sens-là. Avec la fonction racine carrée. Alors la fonction racine carrée, pareil, il faut se souvenir un petit peu de ces variations. C'est ça, ces variations, hein. Elle est définie seulement sur les nombres positifs, de 0 à plus l'infini, et elle part de 0 et elle est croissante tout le temps. Donc racine carrée de 25 va être plus petit que racine carrée de 49, puisque 25 est plus petit que 49. 4,781 et 1 est plus petit que 4,79. Donc sa racine carrée est plus petite aussi. Racine carrée de 10 puissance 8 et racine carrée de 10 puissance 7. Eh bien 18 puissance 8 est plus grand que 10 puissance 7. Donc par croissance, toujours de la fonction racine carrée de 10 puissance 8 va être plus grand que racine carrée de 10 puissance 7. 3 et 2, bah 3 est plus grand que 2, donc racine carrée de 3 va être plus grand
que racine carrée de 2. La fonction inverse, la dernière, je rappelle ses variations. On l'avait vu il n'y a pas très longtemps, hein, c'est une fonction qui n'est pas définie en 0, parce que 1 sur 0 n'existe pas, et qui est décroissante et encore décroissante sur les deux intervalles. 1 sur 3 et 1 sur 4. Alors, comme elle est décroissante, 1 sur 3 et 1 sur 4, et bien 1 sur 3 est plus grand que 1 sur 4, parce que 4 est plus grand que 3. D'accord? Vu que la fonction est inverse. Regardez, c'est logique, 1 sur 3, ça fait à peu près 0,33, et 1 sur 4, ça fait 0,25. 0,25 est bien plus petit que 0,33. À peu près 0,33. 1 sur 8 et 1 sur 7. Eh bien, 8 est plus grand que 7, donc 1 divisé par 8 va être plus petit que 1 divisé par 7. D'accord? En fait, c'est assez simple. Si on divise par un nombre, plus on divise par un nombre grand, plus le 1 divisé par ce nombre grand va être plus petit que l'autre. D'accord? 1 divisé par 3000 est bien plus petit que 1 divisé par 2, par exemple. Parce que 1 divisé par 3000, c'est vraiment tout petit. 1 divisé par moins 2 et 1 divisé par moins 3. C'est la même chose, on est toujours décroissant. Donc ici, c'est lequel qui va être le plus grand? Eh bien, c'est 1 divisé par moins 3 qui va être plus grand. D'accord? Parce que moins 3 est plus petit que moins 2. De la même manière qu'on avait dit ici, 7 est plus petit que 8, donc 1 sur 7 est plus grand que 1 sur 8. Ben là, c'est pareil. 1 sur moins 3 est plus grand que 1 sur moins 2. Et 1 sur 4 et 1 sur moins 4, bah là, c'est extrêmement simple. Hein. On en a un qui est négatif et l'autre positif. Donc, il n'y a même pas à réfléchir. C'est dans ce sens-là, 1 sur 4 est forcément plus grand que 1 sur moins 4. On passe à l'exercice 2. Donc un véhicule roule sur une distance de 30 km où sa vitesse varie entre 80 km/h et 90 km/h. Là, pour cet exercice, on pouvait se ramener au cours. J'avais fait un exercice corrigé qui était vraiment très similaire. Donc on a juste à reprendre la même méthode. En fait, là, on veut une estimation de la durée du trajet, c'est-à-dire du temps, d'accord? On sait que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps, parce que c'est la vitesse, par exemple, kilomètre divisé par les heures, d'accord? Distance divisée par le temps. Donc on peut aussi exprimer, dire que le temps, c'est rien d'autre que la distance divisée par la vitesse, pour avoir une estimation de notre temps ici. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, la distance, d'après notre énoncé, c'est 30 km. Ok. Et la vitesse, la vitesse, on a fait entre 80 km/h et entre 90 km/h. Donc on sait que notre temps va être compris par rapport à ces deux vitesses. Alors si on avait roulé à 80 km/h tout le long, d'accord, si on avait roulé à 80 km/h tout le long, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sait que le temps qui aurait été mis, on va appeler ça T80, allez, voilà. Le temps qu'on aurait mis, bon, on va pas l'appeler T80, on va juste mettre le temps, bah, c'est 30 km divisé par 80 km/h, d'accord? Par cette formule, la distance divisée par la vitesse. 3, donc ça fait 3 divisé par 8, hein, et 3 divisé par 8, c'est égal à 0,375. Donc c'est 0,375 quoi? 375 heures. Et nous, on nous demandait de l'écrire en minutes. Donc pour ça, on a juste à faire à multiplier par 60 notre 0,375 hein, pour avoir des minutes. Ça nous donne, ce qui donne 22,5 minutes. Pour 90 km/h, le temps mis, c'est donc 30 divisé par 90. Ça nous donne donc, en simplifiant, par exemple en divisant par 10 en haut et en bas, 3 divisé par 9. On peut encore simplifier en divisant par... donc là j'avais divisé par 10, pardon. Et donc là en divisant par 3, ça peut faire un tiers. Alors, ça fait un tiers d'heure. Un tiers d'heure, c'est quoi? C'est 20 minutes. Ok. Voilà. On peut multiplier par 60. Hein. Donc en gros, la vitesse, le temps, d'accord, était compris entre 20 minutes et 22,5 minutes. Parce que au plus lent des variations, s'il avait roulé tout le temps à 80 km/h, il aurait mis 22,5 minutes. Et s'il avait roulé au maximum de sa vitesse, donc 90 km/h, ça aurait été
20 minutes. Donc voilà, en prenant ces deux valeurs extrêmes, on sait que le minimum de temps, ça aurait été 20 minutes, le maximum, 22,5. On a résolu le problème. Pour l'exercice 3, donc, vous avez pu lire l'énoncé, je vous affiche directement à quoi ressemble notre énoncé. Donc, on avait un champ rectangulaire d'une largeur de 80 mètres et d'une longueur de 120 mètres. On va faire à peu près comme ça, voilà. Donc ça, hop, ici, on va dire que c'est nos 80, ici nos 120, d'accord? Voilà, on va faire ça bien avec des flèches pour vraiment indiquer comment ça se situe. Donc on nous disait que le long de la longueur du champ, on va diminuer la largeur de X mètres. Donc ça veut juste dire que, voilà, on va enlever une parcelle ici qui est de largeur X. Ensuite, on nous dit que le champ, pour qu'il garde la même superficie, on va l'augmenter donc de Y mètres. Donc, comment on fait apparaître ça? Eh bien, voilà, on va augmenter ici de Y mètres. On va pouvoir donc répondre assez facilement aux questions qui arrivent. Qu'est-ce qu'on nous demande de traduire? Quelle est la valeur de la superficie du champ avant la modification? Bon, bah, c'est simple, hein, c'était 80 x 120, tout simplement. Alors, si j'écris deux fois la même chose, ça va marcher. Parce que c'est un rectangle, hein, donc longueur fois largeur, tout simplement. Ça nous fait 9600. C'est bien, ça, parce qu'on trouve un 9600 plus tard dans l'exercice, donc c'est rassurant. Petit b, montrer que la superficie du champ après modification, c'est 80-x fois 120 plus y. Et ben oui, on remarque que je vais faire apparaître en bleu notre nouveau terrain. Notre nouveau terrain, c'est... Oula. Notre nouveau terrain, c'est celui-là. D'accord? C'est celui qui est en bleu. Nouveau terrain. Nouveau champ. Donc c'est quoi la longueur de ce nouveau champ? Bah, la longueur de ce nouveau champ, alors on va regarder d'abord la largeur, tiens. Et ben la largeur, c'est 80 moins ce qu'on a retiré. Donc 80 moins x. Et la longueur, c'est pas très très beau, hein, mais la longueur, c'est tout ça. Donc c'est 120 plus y. Et donc, comment on fait la superficie de ce nouveau champ? Bah, c'est rien d'autre que 80 moins x, la largeur, fois la longueur, hein, comme d'hab. Donc 80 moins x, on met bien entre parenthèses, fois 120 plus y. Eh bah tiens, voilà, je suis bien retombé sur ce que je voulais. Question petit c. En déduire que le champ doit garder la même superficie, comme le champ, pardon, doit garder la même superficie, on a y qui vaut tout ça. Eh bien, on veut la même superficie, donc on veut que 80 moins x, regardez bien, hein, on veut que 80 moins x fois 120 plus y, il soit égal à quoi? Et on veut qu'il soit égal à 9600. Bon. Et donc là, on va isoler notre variable y pour montrer qu'on a bien cette égalité. Vous vous rappelez, si vous ne savez plus comment faire, reprenez les exercices sur isoler une variable qu'on avait fait en activité transversale avant le confinement. Hein, et vous trouverez normalement facilement ce résultat. Pourquoi? Parce que là, on a 80 moins x fois 120 plus y. Donc on peut diviser des deux côtés de notre égalité par 80 moins x, ce qui nous donne 120 plus y égale 9600 divisé par donc 80 moins x. Voilà. Là, j'ai juste divisé des deux côtés par 80 moins x. Ensuite, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, mon 120, là, je peux le passer de l'autre côté, en changeant son signe. D'accord? Je fais moins 120 des deux côtés de mon égalité. Ce qui me donne 9600, divisé par 80 moins x, ça, j'y touche pas, moins 120. Et ben voilà, j'ai exactement trouvé ce qu'on me demandait. J'ai bien montré que y valait ça. Ok? On passe à la question petit 3. Question petit 3. Alors, on nous dit que la longueur du champ ne peut pas être augmentée de plus de 12 mètres. Autrement dit, y, d'accord,
on peut traduire ça par y est plus petit que 12. Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur x? Eh bien, on va essayer tout simplement de résoudre notre inéquation avec notre x ici. Alors, on va faire ça de manière un peu plus simple. On va regarder si y égale à 12, quelle est la valeur de x associée. D'accord? Vous allez voir pourquoi c'est plus simple de faire comme ça. Donc, si y il est égal à 12, combien vaut x? Eh bien, allons-y. On écrit 9600 divisé par 80 moins x moins 120 égale 12. Voilà. Comment on peut faire pour résoudre cette équation? Vous allez voir, on va voir une autre manière de faire. Quoique, bon, pour ne pas s'embrouiller, on va faire toujours la même méthode. Donc, ici, comment je fais pour résoudre ça? Je fais moins 12 des deux côtés de mon égalité. D'accord? Afin de tout ramener à gauche. C'est comme ça qu'on résout les équations quotient, hein, je rappelle. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais 120 moins 12, moins 120 moins 12, ça me fait moins 132. Et moins 132, j'aimerais bien le mettre sur le même dénominateur, d'accord, que cette fraction, c'est-à-dire que 80 moins x. Donc je fais, voilà, je mets sur le même dénominateur. Alors les parenthèses ici ne sont pas utiles. Égal à 0, parce que là j'avais fait 12 moins 12, hein, ça fait bien 0. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien je développe tout simplement. 9600, je continue d'écrire 9600. Alors ici, moins 132 fois 80, bah, je prends ma calculatrice, hein, ça me dit que ça fait moins 10 560. Et là, moins 132 fois moins x, ça me fait plus 132x. Bon, j'ai tout ça divisé par 80 moins x, vu que j'ai mis sur le même dénominateur, égal à 0. Là, je m'en sors comment? Bah, je simplifie déjà. 9600 moins 10 560, ça me fait combien? J'efface la partie en haut, hein, qui ne nous est pas très utile ici. On va faire un peu de place. Voilà. Ça me fait donc, je prends la calculatrice, 9600 moins 10 560, ça me fait moins 960. Donc j'ai moins 960 plus 132x divisé par 80 moins x égale à 0. Comment je résous ça? Eh bien on se souvient, une fraction quand elle est égale à 0, ça veut dire que le numérateur est égal à 0. Autrement dit, on a juste à résoudre moins 960 plus 132x égale à 0. Et ça c'est simple, ça fait x égale à, alors je vais plus 960 des deux côtés, 960 et je fais diviser par 132. Voilà. Je regarde le résultat. 960 divisé par 132, ça peut se simplifier comme 80 sur 11. Bon, en gros ça fait à peu près, on va surtout retenir ça, ça fait à peu près 7,27. Donc au maximum, ce qu'on peut conclure là-dessus, au maximum, voilà, si on ne peut pas augmenter la longueur du champ de plus de 12 mètres, eh bien il faudra que la route ne dépasse pas 7,727 mètres. Donc x, voilà, x est compris entre 0 et 7,27. C'est le maximum de largeur de route qu'on peut faire. Parce que si x est plus grand que 7,27, il faudrait augmenter y d'encore plus. Ce qui est impossible, hein, vu qu'on est limité à 12 mètres. Pour l'exercice 4, on va voir qu'il ne va pas prendre beaucoup de temps cet exercice. On entoure un carré bleu, d'accord, et ce carré bleu, il est de largeur 2, de côté 2. On nous dit qu'il y a un autre carré autour, et on vous demande de montrer pourquoi ça fait 2 plus 2x. Bah, en fait, c'est très très simple, hein. Tout simplement, on sait que là, notre largeur, eh bien, ça va être 2 plus x, d'accord? C'est x plus 2 plus x. On fait cette longueur-là, plus cette longueur-là, plus cette longueur-là, ce qui fait 2 plus 2x. Et c'est la même chose ici, c'est 2 plus 2x. Et on sait que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Enfin, c'est même côté au carré, puisque c'est le même côté pour un carré.
Donc petit 1a, on a juste à faire 2 plus 2x fois 2 plus 2x. Tout simplement, on note 2 plus 2x au carré directement. Petit b, on nous demande quelle doit être la valeur de x pour que le carré soit égal à 64. Eh bien, hop, on peut marquer donc que 2 plus 2x au carré doit être égal à 64. Là, il y a plusieurs manières de faire. On peut utiliser les identitaires marquables, on peut aussi utiliser ce dont on se souvient, c'est-à-dire ce qu'on avait mis sur la fonction x au carré, pour résoudre les équations. On avait marqué quelque chose comme ça, souvenez-vous-en. Le fait que si x au carré, il est égal à un nombre, k, d'accord, qui est positif, eh bien, on sait que x, soit x il vaut moins racine carrée de k, soit x, ou on marquait à chaque fois, ou c'est x il vaut racine carrée de k. Et bien là, on sait que tout ce truc-là, 2 plus 2x, au carré, ça fait 64. Et 64, c'est quoi sa racine carrée? C'est 8. Autrement dit, il faut donc que 2 plus 2x soit égal à 8 ou à moins 8. Voilà, on peut marquer 2 plus 2x égale 8. Alors on peut marquer dans l'ordre moins racine carrée de 64, comme ça tout le monde comprend bien. Ou 2 plus 2x, hop, il est égal à racine carrée de 64. Donc 2 plus 2x égale à moins 8, ou 2 plus 2x est égal à 8. Alors on résout les deux équations pour voir ce que ça donne. La première, 2x égale, alors moins 8, moins 2, ça va me faire moins 10. Et ici, donc ça va me faire x égale à moins 10 divisé par 2. Donc x égale à moins 5. Est-ce que c'est cohérent comme réponse, ça? Pas du tout. On est censé avoir une longueur pour x. Et là, on a quelque chose de négatif. Donc, ça, on l'exclut, c'est incohérent. Que nous donne l'autre résolution d'équation? Eh bien, on fait 2x moins, alors 8 moins 2, 8 moins 2, 6, ok. 2x égale 6, donc je fais x égale à 6 divisé par 2. Ça me donne 3. Ah là, c'est cohérent. Si j'ai x égale à 3, ça veut dire donc que mon côté, je rajoute 3, je vais bien avoir l'aire du grand carré qui fait 64. Ok? Et c'est logique, hein, 3 plus 2 plus 3, ça va faire 8. On aura bien un carré de côté 8. Question petit 2. Alors, question petit 2. Il faut calculer x pour que l'aire du grand carré soit le double de l'aire du carré bleu. Bon, le double de l'aire du carré bleu, donc l'aire du carré bleu, c'est quoi? Eh bien, c'est juste 2 au carré, donc 4 cm². Donc le double, ça va être 8. Hein. Donc on veut... Qu'est-ce qu'on veut? On veut que 2 plus 2x au carré soit égal, l'aire du carré, du grand carré, soit égal au double de l'aire du carré bleu, c'est-à-dire 2 fois 4, 8. Eh bien, on va faire la même chose que précédemment. Hein. Ça veut dire que 2 plus 2x est égal à moins racine carrée de 8, ou à 2 plus 2x égale à racine carrée de 8. Ok? On résout les deux équations, on voit ce qui se passe. Alors ici, on sait que ça va être incohérent. Ici, ça ne va pas fonctionner parce qu'on va avoir 2x égale moins racine carrée de 8 moins 2. Et donc x doit être égal à moins racine carrée de 8 moins 2 divisé par 2. Mais ça, c'est quelque chose de négatif. Donc encore une fois, c'est incohérent. Ça ne fonctionne pas. Alors on va faire donc la deuxième résolution. Ici, il faut que 2x soit égal à racine carrée de 8 moins 2 divisé par 2. Oula, je vais un peu vite. Racine carrée de 8 moins 2. Et donc que x soit égal à racine carrée de 8 moins 2 divisé par 2. Et ça fonctionne. Ça nous donne environ 0,41 cm. On peut simplifier en fait en racine carrée de 2 moins 1. Hein, ça peut se faire assez facilement. Voilà, on passe au dernier exercice pour les futurs spémaths. L'exercice 5, donc voilà, on essaie de trouver tous les nombres qui vérifient cette propriété. Et ce n'est pas du tout tous les nombres hein, qui fonctionnent.
Donc petit 1a, alors on voulait montrer que ça vérifiait bien. Bah vérifions, par exemple si je fais 1 sur a fois b, donc 1 sur 4 fois moins 3, ça me fait quoi? Ça me fait 1 sur moins 12, ok. Et donc, et si je fais 1 sur a plus 1 sur b, donc 1 sur 4 plus 1 sur moins 3, est-ce que ça me fait 1 sur moins 12? On va voir. Comment je fais pour additionner les deux fractions? Je les mets sur le même dénominateur. Ouais. Donc je vais faire ici fois 3, voilà, fois moins 3, pardon. Et là, je vais faire fois 4 pour cette fraction. Donc ça me donne moins 3 sur moins 12, 4 fois moins 3, moins 12, hein, plus 4 sur moins 12. Et ça, si j'additionne, qu'est-ce qui se passe? Moins 3 plus 4, ça me fait 1 sur moins 12. Ah bon, bah c'est bon, j'ai bien la même chose là et là. Enfin, alors après, il fallait faire la même chose pour 1 sur 4 et 3 sur 4. On peut le faire rapidement. Le premier, c'est 1, donc si je calcule 1 sur a fois b, c'est rien d'autre que 1 sur 1 quart fois 3 quarts. Donc 1 sur 3 sur 16. Et ça, je peux l'écrire comme 16 divisé par 3, hein, d'ailleurs. Et l'autre, 1 sur a plus 1 sur b. Donc c'est 1 sur 4 plus 1 sur 3 sur 4. Et ça, par la propriété de la fonction inverse, hein, on sait que c'est donc 4 plus 4 sur 3. 4, je l'écris comme 12 sur 3 pour pouvoir l'additionner avec 4 tiers. Ça me donne 16 sur 3. C'est bon, j'ai bien la même chose. 16 sur 3 et 16 sur 3. Donc maintenant, dans le petit 2, on vous demande de quoi? De donner un couple qui, dans le petit b, qui ne fonctionne pas. Alors bon, ça, vous pouviez donner n'importe quoi, hein. Par exemple 10 et 1000, voilà. Par exemple 10 et 1000, ça fonctionne pas du tout. Bon, là vous mettez les exemples que vous voulez. On passe au petit 2, déterminer b pour que le couple 3b vérifie e. Alors autrement dit, on veut que 1 sur 3 fois b soit égal à 1 sur 3 plus 1 sur b. C'est ça qu'on veut. On veut trouver b tel que cette égalité soit vérifiée. Qu'est-ce qu'on a juste à faire? Eh ben, on a juste à additionner toute cette fraction et résoudre voilà, l'équation. On veut donc que 1 sur 3b, 3 fois b, d'accord, moins 1 sur 3 moins 1 sur b, si on met tout à gauche, soit égal à 0. Bon. On veut donc que... Alors attendez, on va faire un peu plus simple, vous allez voir l'astuce. On va pas tout passer du même côté. On va juste écrire ici 1 sur 3 plus 1 sur b, on va essayer de l'additionner la même fraction, d'accord? D'additionner ces deux fractions en mettant sur le même dénominateur. Donc on va multiplier par b ici, et là on va multiplier par 3. Comme ça on a bien ici 3b, et là 3b aussi, et on peut additionner. Donc 1 sur 3 fois b doit être égal à 1 sur 3b, 3 fois b, plus, alors c'est pas 1 du coup, je vais reprendre, ok, excusez-moi, peut-être pas très très clair. Donc je vais reprendre cette petite partie. Donc je recommence. Je veux donc que cette égalité soit vérifiée, je vais donc tout mettre sur le même dénominateur. Donc d'un côté, on a 1 sur 3b, qui doit être égal à, ici, b sur 3b, plus 3 sur 3b. Ayant fait ça, j'ai tout sur le même dénominateur, donc je veux que 1 sur 3b soit égal à b plus 3 sur 3b. Qu'est-ce qu'il faut juste remarquer ici? Les deux fractions sont égales si et seulement si quoi? Eh bien seulement si 1 il est égal à b plus 3. Parce qu'on a bien ici le même dénominateur. Ok? Donc il faut juste que les numérateurs soient égaux. Donc il faut que 1 soit égal à b plus 3. Et b est différent de 0. Hein.
Autrement dit, il faut que B soit égal à moins 2. Voilà la solution. Ici, il fallait que B soit égal à moins 2. Pour le petit 3, montrer qu'il n'existe pas de couple A1 vérifiant E. Alors pourquoi ça c'est impossible? Question 3 là. Pourquoi c'est impossible? Tout simplement parce que il faudrait que 1 sur A soit égal à 1 sur A plus 1. Et ça, bah, c'est strictement impossible. Si on passe ici, si on fait moins 1 sur A des deux côtés, ça veut dire qu'il faudrait que 0 soit égal à 1. Impossible. Vous voyez? Voilà. Et question petit 4, la question difficile, même si les autres n'étaient pas évidentes. Hein. Si vous avez déjà réussi les autres questions, c'est très très bien. C'était vraiment difficile comme exercice. Essayez de déterminer tous les couples AB vérifiant E. C'est-à-dire, en fait, il faut essayer de trouver toutes les combinaisons qui vérifient ça. Alors, il y en a une infinité. Donc, en fait, la subtilité, c'est qu'on va essayer d'exprimer A en fonction de B. Je m'explique. 1 sur A fois B est égal à 1 sur A plus B. 1 sur A plus 1 sur B, on peut l'écrire autrement. Regardez. Ce qu'on va faire, on va tout mettre sur le même dénominateur, tout mettre sur le dénominateur A fois B. Ici, je multiplie par B. D'accord? Et là, je multiplie par A. J'ai bien AB, j'ai bien AB. Et en haut, je me retrouve avec B plus A. Et là, si je veux que l'égalité soit vérifiée, il me faut qu'en fait, que 1 soit égal à B plus A. D'accord? Si 1 est égal à B plus A, alors les deux fractions sont égales. Et donc ça, c'est notre condition. C'est-à-dire, il faut que, par exemple, A soit égal à 1 moins B. Si on a ça, on a gagné. Donc tous les couples, pour finir, les couples vérifiant cette question 4, c'est tous les couples de la forme 1 moins B, B, et voilà. Avec B différent de 1, comme on avait mis dans le petit 3. C'est ça les solutions. Vous prenez n'importe quel nombre B différent de 1, et n'importe quel est différent aussi de... D'accord, il faut que A soit différent de 1 aussi, et ça va fonctionner. Ça marche? Voilà pour les exercices. C'était assez long pour aujourd'hui.